100% Bénin, une fois encore, loin de l'arène politique. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, et merci d'être des nôtres. Les lieux de travail, potentiels lieux de stress et de dépression nerveuse au Bénin. L'alerte récemment donnée par nombre d'ONG de défense des droits des travailleurs n'aura pas manqué d'écho favorable auprès de nombre d'employés. Désormais en pôle position avec un plaidoyer pour un environnement de travail plus sécurisé, la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Et pourtant, mesdames, messieurs, la législation pour un milieu de travail sûr et sécurisé ne fait pas défaut, dit-on. La sécurité du travail, une gageure permanente au Bénin. Tel est, mesdames, messieurs, le sujet au menu de votre émission Débat du jour. Pour l'instant, analyse un journaliste d'investigation et la secrétaire générale confédérale adjointe de la CSTB. À ma gauche, sur ce plateau, Gilles Christ Chidi, journaliste, il est analyste politique. Il a accepté partager avec nous son petit constat et ses investigations sur la question. Gilles Christ Chidi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous. Merci d'être là à nos côtés ce matin. C'est moi. En face de vous, pour l'instant analyse, Mathurine Sosoukwe. Le travail, c'est son quotidien. Car fonctionnaire, sinon, on peut dire, enseignante de carrière. Elle nous dira beaucoup de choses sans doute. Elle est par ailleurs la secrétaire générale confédérale adjointe de la CSTB. Donc une oreille attentive des travailleurs. Des plaintes, elle en reçoit au quotidien. Mathurine Sosoukwe, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Christian. Bonjour. Et merci. Je salue aussi tous les téléspectateurs. Et vous répondez à leur façon. Et merci vraiment pour la disponibilité. Plus de violence ni de harcèlement dans le monde du travail au Bénin. Le Bénin attend relever le défi. Un défi récemment réitéré à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité au travail. C'était en début de mois de mai. Mais loin des discours, mesdames, messieurs, rapportent un bon nombre d'observateurs, le chemin pour y arriver serait parsemé de trop d'embûches. Mathurine Sosoukwe, les lieux de travail au Bénin, dites-vous, sont très loin d'être des environnements sécurisés. Et quand vous le dites, quels sont les éléments qui apportent de l'eau à votre moulin, si vraiment ceci est avéré? Effectivement, comme tu l'as présenté, les lieux de travail en République du Bénin sont très très difficiles à vivre, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et si on pouvait placer des caméras, qu'on pouvait converger vers un seul lieu où tout le monde pouvait avoir accès et observer tout ce qui se passe, je crois que même le président, dans son état de rien ne me ferait, doit baisser le regard. Ah bon? Je crois que la situation ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Il faut dire que même historiquement, au temps de la féodalité, tant les hommes que les femmes subissaient des situations invivables. Mais aujourd'hui, où on a dit qu'à des moments donnés, le monde entier a connu des étapes de révolution, on ne peut plus continuer par vivre ce que les gens avaient vécu au temps du Moyen-Âge. Or, c'est tel qui est le cas aujourd'hui. Ce que les gens avaient vécu au temps moyenâgeux se vit en plein 21e siècle. Aujourd'hui, notamment. Parce que vous n'exagérez pas en le disant ainsi. Notamment dans les États africains. Et si je viens chez moi, puisque c'est chez moi, je suis au Bénin, il y a des travailleurs qui continuent de recevoir des coups dans les mains. Non, pas au Bénin. Dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées au Bénin. Bon. Je veux comprendre que vous parlez de couturiers, de coiffeurs, mais ça c'est de notoriété publique. Ce n'est pas seulement les couturiers, les coiffeurs. Les travailleurs salariés dans des entreprises au Bénin, ou bien dans des sociétés, ou bien dans des commerces au Bénin. Les expatriés qui ont ouvert des supermarchés et autres continuent de donner des coups de main à des travailleurs. Nous sommes à la bout du travail. Des gens, des hommes et des femmes pleurent. Des adultes, pères de famille reçoivent. Viennent en pleurs. Mon patron m'a frappé, mon patron m'a fait ci, on ne paye pas le salaire est petit, je réclame, on me menace de renvoi, etc., etc. Donc,
ces situations-là ne garantissent pas la quiétude en milieu de travail pour que les gens s'adonnent réellement au travail. On ne peut pas accompagner un travailleur avec un bâton avant qu'il n'aille travailler. Ça dépend des conditions que vous créez qui amènent un travailleur véritablement à travailler. Donc, on va vous revenir. Oui. Gilles Christ, vous avez fait aussi un travail sur le sujet là. Mais est-ce qu'aujourd'hui vraiment on a des travailleurs stressés au point d'en rencontrer qui doivent craindre de rencontrer leur employeur qui se comporte un peu comme un père fouettard, si on écoute votre vis-à-vis? Bon, je voudrais d'abord féliciter votre initiative, puisque nous sommes dans le mois de mai, que nous sommes en train de conclure. Oui. Un mois que nous avons entamé par ailleurs avec cette fête-là des travailleurs. Oui. Et donc, c'est tout à fait logique que vous veuillez conclure aussi le mois de la même façon. Et parlant de la situation des travailleurs, d'abord, comme elle a si bien dit, sur le plan africain, le travailleur africain est à l'image d'un chien, c'est-à-dire quelqu'un de... Gilles Christ, je sais que vous avez des investigations. J'exagère à peine. Vous exagérez à peine. Oui, le travailleur à l'image d'un chien. Qui s'échine tout le temps et dont les peines sont parfois à peine visibles. C'est-à-dire... les mots sont forts, je suis tenté de dire. Dont les peines sont à peine visibles. Vous n'avez pas idée de comment les gens s'échinent pour travailler et pour presque rien obtenir à la fin du mois. Ailleurs, je prends peut-être qu'à l'occasion de cette émission, peut-être on va donner quelques exemples et on fera peut-être un parallélisme entre comment les gens travaillent sous d'autres cieux et comment les gens travaillent sous les tropiques. Et prenons le cas du Bénin. Oui. Vous voyez dans des entreprises, je ne maîtrise pas de façon très scientifique les réalités dans le service public. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe dans les entreprises privées, des entreprises tout bas confondues, oui. Vous verrez des employés qui vont au travail comme s'ils vont, je vais dire, au calvaire. C'est-à-dire que le travail est un fardeau qu'ils portent. Or, vous savez, lorsque vous êtes en milieu professionnel... S'il vous plaît, on est en plein 21e siècle. Il y a longtemps, on a dit le travail est libérateur. Mais quand on vous suit, c'est comme si c'est l'esclavage. Oui, ce n'est pas que c'est comme si. En fait, il y a un auteur du XVIIe siècle, Jean de La Fontaine, qui disait dans son livre intitulé Fables, en 1668, que le travail est un trésor. Oui. C'est une citation qui a passé les étapes, enfin, qui a pu survivre au fil des siècles, qu'on enseigne même à nos enfants. Oui. Cela signifie que lorsque vous arrivez à décrocher un travail, c'est toute votre vie. Et en réalité, il y a un autre auteur qui dit que lorsque vous arrivez à découvrir un travail qui n'est que votre passion, c'est que vous ne travaillez plus. Vous vous amusez, vous prenez du plaisir à faire ce qui vous passionne, vous ne travaillez plus. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez des indicateurs qui vous prouvent qu'aujourd'hui au Bénin, les gens font ce qui les passionne? Les gens vont dans des secteurs d'activité par défaut. Premier obstacle. Deuxième obstacle, ils y vont et se rendent compte que toute l'imagination, tout le mirage qu'ils se faisaient, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ils se rendent compte qu'ils étaient dans l'illusion, c'est-à-dire que vous venez dans un milieu professionnel où vous êtes à la merci du patron. Vous êtes presque son esclave. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et je voudrais bien que ceux qui ont des indicateurs contraires puissent le prouver. Aller dans des entreprises, et je l'ai dit, je ne peux pas confirmer que dans le service public, c'est comme ça parce que vous allez dans le service public pour vous faire satisfaire, vous entendrez allègrement, bon, il s'est levé, il n'est pas là, il n'est pas là. Vous pouvez passer toute une journée dans une administration sans être servi. Bon, alors comment est-ce que ça se passe? Peut-être aussi qu'on va jeter un coup d'œil dans la législation béninoise pour voir, mais dans cet environnement, qu'est-ce qu'on fait? On reviendra sur la question de la législation, mais vos mots que vous alignez, et franchement, on veut comprendre concrètement le travailleur aujourd'hui, le travailleur béninois, est-ce qu'on peut encore vraiment se permettre de le comparer, vous qui êtes à un carrefour où tout converge vers vous, un esclave moderne? Je fais le résumé de ce que j'ai entendu. C'est comme si le travailleur est un esclave moderne. Est-ce que l'on n'exagère pas un peu quand on envoie ce cliché? Et je crois que
Tous les observateurs doivent convenir avec moi qu'on dise que le travailleur est un esclave moderne au Bénin n'est pas de l'exagération. Quelques illustrations. Des illustrations. Moi qui suis ici, par exemple, maintenant, je ne suis plus en fonction. Vous avez vécu avec moi toute la scène qui a entouré l'évaluation dite diagnostique qui n'est prévue par aucun test. Sur cette base, Vous pensez que c'est un type de violence? j'ai voulu faire respecter la loi qui avait prévu d'autres formes d'évaluation et qui se faisaient déjà. Et pour cette raison, nulle part ce qui n'a été prévu, mais sur cette base, on nous a licenciés. Vous avez vécu ça. Donc c'est aussi une forme d'esclavage moderne. Bon, pour un oui ou non, on peut vous renvoyer. Et tout ça, qu'est-ce qui cause ça? Vous avez vu notre président, le chef de l'État, le président Patrick Talon, en 2017. Il s'est rendu à une rencontre internationale en Allemagne, où au vu aussi de tout le monde. Et il était à l'aise en disant qu'aujourd'hui au Bénin, c'est-à-dire en résumé, il avait montré à la face du monde qu'il avait réduit les travailleurs béninois au silence et les citoyens même au silence, et que si des gens veulent investir dans son pays, ils ont la voie ouverte pour venir exploiter comme ils entendent les citoyens béninois. C'est le résumé que je fais. Et les lois qui lui permettent, ou bien les deux lois qui lui permettent d'aller parler comme ça, c'est lui qui les a prises. Il s'agit de la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et les procédures d'embauche, de résiliation et de placement d'hommes et d'emploi en République du Bénin. Donc, cette loi a donné la liberté totale aux gens de piétiner les citoyens béninois qui veulent travailler. Donc, ça concerne le privé. Mais dans le secteur public, la loi sur la promotion publique l'a aussi révisée, où quelque part, ils ont mis qu'on peut te chasser et après t'avoir chassé, même si tu as raison, on ne peut plus te faire revenir, on n'a plus le devoir de te faire revenir. On peut te payer au maximum 9 mois. Donc, quelle est cette société-là? Dans ces conditions-là, qui est à l'aise pour travailler? Et alors, ces deux lois-là permettent aux supérieurs hiérarchiques ou bien directs d'exercer des pressions sur les travailleurs, tant dans le privé que dans le public. Je dis bien, je signe, je persiste. Parce que si tu veux aller, par exemple, en mission, on dit souvent que dans l'armée, l'exécution avant réclamation. Vous savez ce que ça signifie? Ce n'est pas seulement les tâches liées à la corporation. Tout ce que tu dois faire là, si on te dit va faire, tu ne le fais pas, c'est que tu es menacé. Et c'est la grande muette là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tant avec les femmes qu'avec les hommes. Et il y a beaucoup d'hommes en âme ou bien de femmes en âme qui meurent. On ne peut pas évaluer la situation dans ce domaine-là. Vous allez aussi au niveau de la santé, un peu partout. Il y a encore dans l'enseignement, c'est pareil. Des pressions sont exercées sur les subalternes ou bien ceux qu'on dirige. Donc, de ce point de vue, on peut conclure qu'il n'y a plus de travail au Bénin. Et tout ça, c'est dû à notre chef de l'État. C'est lui-même qui allait vendre les Béninois à l'extérieur. Et de ce point de vue, il vient pratiquer la chose dans le pays. Personne censé, ayant sa tête sur les épaules, ne devrait être content. Voilà la situation que je peins pour dire que si on dit que c'est de l'esclavage moderne, ce n'est pas une exagération. Oui, Chris, est-ce que vraiment la législation est le problème pour ce qui se vit aujourd'hui au Bénin? Oui. Beaucoup plus les personnes. Non, mais je voudrais inviter ceux qui nous suivent à être très froid, à ne pas être passionné parce qu'on peut estimer qu'on en veut à tel ou tel autre. Non, on peut bel et bien prendre des indicateurs palpables, objectifs, sans pour autant verser dans des attaques personnelles. Je prends, comme elle a dit, la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, le placement de la main-d'œuvre et de la résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Vous lisez ces articles 29 et 30 et si vous le voulez, je peux partager avec vous le texte exact de ces articles. Par exemple, l'article 29 dit « Si le licenciement est survenu pour un motif légitime, sans observation de la formalité, de notification de la rupture ou de l'indicateur du motif, ou sans que le travailleur n'ait eu la possibilité de s'exprimer ou pendant le congé, ce licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif. » Et l'article continue, la juridiction du travail accorde au travailleur une indemnité
pour sanctionner l'inobservation de ces règles sans que le montant de cette indemnité ne puisse excéder 2 mois de salaire brut. L'article 30 dit tout licenciement abusif du travailleur donne lieu à une réparation. Et on dit toutefois, je vous fais grâce de quelques alinéas, toutefois, le montant de la réparation ne peut être inférieur à 3 mois de salaire brut, ni excéder 9 mois. C'est-à-dire que la justice fait des enquêtes. Et on constate qu'on vous a licencié de manière abusive. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait de mal. L'employeur a abusé de vous, vous a licencié illégalement. La loi dit que cet employeur ne peut pas vous dédommager au-delà de 9 mois de votre salaire. Sérieux. Je prends un exemple très simple. Vous gagnez 100 000 par mois de façon brute. Alors, si on vous licencie de manière abusive et que la justice fait des enquêtes, encore que là, il faut savoir quel temps l'enquête va prendre, quel peut être l'entrain des enquêteurs, etc., etc. On finit par prouver qu'on vous a licencié de manière abusive. Vous ne pouvez pas être dédommagé de plus de 900 000. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit à Cotonou avec le train de vie que nous connaissons de notre capital économique et qui a un loyer à payer, qui a les factures d'électricité, d'eau, les besoins fondamentaux à régler, à subvenir. Vous croyez que 900 000, ça va durer pendant combien de mois? Mais c'est ça la législation en vigueur. Et la même loi prévoit aussi les types de contrats dans le milieu professionnel. Par exemple, il y a les contrats à durée déterminée. Il y a des contrats à durée indéterminée. Mais la loi que je viens de citer dit que l'employeur a la possibilité de faire des contrats à durée déterminée de façon indéfinie, c'est-à-dire que ce n'est plus limité. On ne vous contraint pas, vous, employeur, de dire, puisque tu es mon employé, je peux te faire un contrat à durée déterminée 2 fois ou 1 fois, histoire de voir que tu es bon pour le poste, et après de te conférer une certaine stabilité avec un contrat à durée indéterminée. Non, la loi dit que malgré votre compétence, votre ancienneté, votre expertise, l'employeur a la possibilité de vous faire un contrat à durée déterminée de façon indéfinie. Ça fait que les employeurs, et c'est en droite ligne même du tableau qu'on a peint à l'entame de cette émission, ça fait que les employeurs sont très sûrs que chaque année, si par exemple on fait un CDD de durée d'1 an, chaque année vous reviendrez à lui pour presque le supplier les larmes aux yeux, pour lui dire « Ah, mais patron, ne me licenciez pas, pardon. » Et là, ça veut dire quoi? Le patron dispose de vous. C'est pour ça que, même s'il ne le clame jamais, vous êtes, comme on le disait, son esclave. Vous comprenez? Et ne nous leurrons pas, il y avait avant cette loi un code du travail. Et le code du travail, c'est la loi 98-004 portant code du travail en République du Bénin. La nouvelle loi sur l'embauche qu'on a citée tout à l'heure, avec cette disposition, est presque antinomique avec le Code du travail. Le Code du travail dit en son article 13, tout contrat conclu pour une durée déterminée, c'est-à-dire un CDD, ne peut excéder 2 ans renouvelables 1 fois. 2 ans renouvelables 1 fois. Mais le code est toujours en vigueur en République du Bénin. Ça veut dire que la loi sur l'embauche n'est pas dans la droite ligne avec le Code du travail. Donc, un employé. Vous voulez dire que l'État lui-même souffle le chaud et le froid? Si. Le législateur a peut-être été trop inspiré en voulant faire une nouvelle loi sur l'embauche, mais en ne pensant pas qu'il avait déjà créé un code du travail. Donc on m'a un peu oublié. Et le code, le code dit qu'on ne peut pas vous faire un contrat à durée déterminée en le renouvelant plus d'1 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'employeur vous recrute pour un CDD de 2 ans, il le renouvelle, ça veut dire que vous avez fait 4 ans. On doit vous faire un contrat à durée indéterminée parce qu'on a la certitude que vous êtes bon pour ce que vous faites. Ça vous permettra à vous, employés, de faire un plan de votre vie. C'est-à-dire, il faut qu'à l'horizon, dans 5 ans par exemple, que je puisse construire, que je puisse acheter des parcelles, que je puisse réaliser tel ou tel. Mais si vous avez un contrat à durée déterminée d'1 an par exemple, renouvelable indéfiniment, ça veut dire que vous n'êtes sûr de rien. Vous ne pouvez pas aller à la banque, prêter de l'argent par exemple pour construire. En clair, vous êtes dans la précarité. Et c'est ça la situation. Mais dans le même temps,
Pour ne pas se faire piéger par les employés, peut-être illuminés, certains employeurs trouvent une bonne formule. Puisque le Code du travail est toujours en vigueur et dit qu'on ne peut pas renouveler plus d'une fois, certains employeurs sont plus malins. Ils vous disent, bien, tu as déjà fini tes 2 contrats, contrat renouvelé une fois, on va te faire un nouveau contrat. C'est-à-dire que pour la 3e fois, ce n'est plus le même contrat qu'on a renouvelé, mais on te propose un autre contrat qu'on peut encore renouveler et après un autre contrat qu'on peut renouveler. Vous voyez que cet employé-là satisfait très bien aux exigences de la loi sur l'embauche et ne viole pas le Code du travail parce que l'employé peut vous dire, mais non, le Code du travail a dit de ne pas renouveler, il va dire non, c'est un nouveau contrat cette fois. Avec une nouvelle référence à la direction du travail et de... Vous voyez un peu, c'est ça définitivement à la magie de l'employeur. Mais quand on présente le tableau sur cet angle-là, manifestement, on peut dire que l'État a une certaine responsabilité. Et quand on sait que les confédérations syndicales et le grand employeur qu'est l'État ne manquent pas de se voir, de s'asseoir et de définir les orientations qu'il faut pour la nation, je suis tenté alors de vous demander quels sont les efforts qui ont été faits dans ce sens, car l'erreur est humaine. C'est trop gros pour être considéré, c'est vrai, comme une erreur, mais quelles sont les démarches déjà entreprises dans ce sens pour attirer l'attention de l'employeur sur ces quoi qui peuvent être aussi préjudiciables à la performance de la société? Parce que j'imagine un employé en permanence stressé, ça peut impacter négativement les rendements. Bon, les efforts faits, je ne peux pas parler au nom des autres centrales. Oui. Si vous voulez leur version ou bien leur position, il faut... Non, je sais qu'il y a des actions concertées que vous faites. Oui, des actions concertées sont très rares. Nous avons eu à faire des manifestations, sinon la grève, en 2018, ensemble. On a commencé ensemble, les 7 centrales. À peine on a commencé, quelques semaines après, il y a des centrales individuellement qui sont désolidarisées, d'autres en groupe 3 se sont désolidarisés. Il restait. Mais le problème qu'on pose aujourd'hui, c'est un problème qui concerne tout le monde. Oui, nul n'est épargné. mais c'est pour voir qu'est-ce qui fait mouvoir, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on commence, il y a aussitôt des gens qui veulent et sursoir à ce dans quoi ils se sont engagés. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc au niveau de la CSTB, nous avons eu à participer à des rencontres de négociations gouvernement central et confédération syndicale. Nous n'avons jamais cessé de dire les lois scélérates là, il faut les abroger, il faut les enlever et faire venir de nouvelles lois qui tiennent compte de l'évolution de l'humanité, qui met au cœur ou bien au centre l'homme. Parce que le plus important, c'est l'homme d'abord. Sinon, si nous courons après l'intérêt, les richesses, les intérêts, le commerce, on ne voit que l'intérêt qu'on veut tirer. Et l'intérêt là va servir qui? Si ce n'est pas l'homme. Alors, si c'est l'homme, on doit pouvoir intégrer toutes les catégories d'hommes et non une minorité. Donc, de ce point de vue, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas d'accord. Mais vous comprenez avec moi, mais vous convenez avec moi que dans notre société au Bénin, ce n'est pas... il ne suffit pas de dire je ne suis pas d'accord. C'est au contraire, quand on dit qu'on n'est pas d'accord, on s'arrête là, que le président est content. Je voudrais reprendre à Christian pour dire que... À Gilles Christ pour dire que ce n'est pas lorsqu'on parle du chef de l'État, on ne s'en prend pas à lui en tant qu'individu. C'est lui le visage du Bénin aujourd'hui. Si on veut voir quelle est l'image de notre pays, c'est le président avec ses comportements, ses agissements et tout ce qu'il déclare, c'est ça qu'il faut observer. Si on ne l'observe pas et on pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont sans pouvoir l'indexer, on n'aura pas la solution. Donc du coup, aujourd'hui, c'est lui qui nous dirige. Donc, de ce point de vue, si quelqu'un arrive au Bénin, c'est lui que nous devons indexer. Vous ne le trouvez pas suffisamment engagé pour la cause des travailleurs? Il n'est pas du tout engagé. Au contraire. Non, vous n'allez pas dire du tout. Je dis du tout, ça m'engage. J'ai toujours dit, si quand je parle, ça m'engage. Oui, c'est sûr, mais il ne faut pas dire des choses seulement pour les dire. Pourquoi dites-vous qu'il n'est pas suffisamment engagé pour la cause des employés? En Allemagne, ce qu'il allait déclarer, il est engagé aux côtés des travailleurs béninois. Ou bien il a dit, bon, vous pouvez venir, tout le monde est devenu esclave chez moi, vous pouvez venir en acheter comme vous voulez au prix de vos choix. C'est ça la réalité. C'est que je ne suis pas contre son individu, mais c'est lui qui nous représente. Et il faut qu'on lui dise la vérité. On doit continuer par lui dire la vérité, même si c'est difficile. Donc du coup, c'est aberrant aujourd'hui de voir que cette situation a perdu. Et la solution n'est pas pour bientôt. Comment ça? Il continue dans l'erreur, tout ce qu'il fait.
Un président qui a dit, vous pouvez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Moi, j'ai retenu des expressions phares dans ces discours. Vous pouvez en souffrir. Pourquoi vous liez ça à la situation des travailleurs? Mais c'est les travailleurs qui étaient devant lui au palais, se plaignant d'une autorité qu'on leur a nommée dans leur maison. Ils disaient que l'autorité là, eux, ils ne sont pas d'accord. On dit, mais pourquoi ils ne doivent pas être d'accord? Que c'est lui qui nomme. Donc, ils peuvent en souffrir, mais ils ne pourront rien faire. Un président qui est supposé être le père de la nation, le père vers qui tout le monde devait courir si nous nous sentons en danger, c'est lui qui nous le dit. Et il est allé en Allemagne faire la déclaration que j'ai citée tout à l'heure. Donc, du coup, c'est aucun engagement. Au contraire, il contribue, il est content lorsque les travailleurs souffrent. Non, vous n'avez pas dit qu'il est content. Oui, vous regardez, on va passer en revue toutes les grandes sociétés. Tous les travailleurs du Bénin Télécom sont déjà au dehors. Vous êtes informés? On a appris. C'est des réformes. Les réformes, donc, les réformes là, ce n'est pas l'homme. Sonapra, tout le monde était dehors depuis. Bénin Télécom, comment on appelle, Libercom, les gens sont au dehors depuis. Et au développement rural, c'est des milliers de gens. Mais les travailleurs, on a déjà commencé par nous. On viendra au reste. Parce qu'on a dit qu'on veut passer l'éducation publique, qui est régalienne. On veut passer ça aux mains des privés. Ça, c'est inédit, c'est du nouveau, on n'a jamais vu ça. Vous pensez qu'on expose les travailleurs dans ce cas-là avec ce n'est pas seulement les travailleurs, on expose les travailleurs, on expose les apprenants, on expose les parents, on expose tout le pays. On ne peut pas laisser l'éducation parce que si on veut mesurer l'étape d'évolution d'un pays, c'est à travers l'éducation et la santé. Mais lorsqu'on quitte là, vous venez à la santé. Quel est le sort qui est réservé aujourd'hui aux agents de santé? C'est n'importe quoi. Donc, lorsque nous avons eu le Covid, ça a laissé voir notre anus véritablement. Comment ça? La débandade totale. Où ça? Oui, dans le pays. Vous avez vécu ça avec moi, non? Ou bien c'est moi seul qui ai vécu. Pendant que les autres couraient pour prendre des dispositions, on a laissé tout le monde aller comme il veut. Même pas masque. Le Bénin a commencé par... On s'est rattrapé. Il y a des mesures. Vous avez suivi. Bon, on y revient avec votre mission. Oui, j'ai écrit ça décidément pour l'employé. Il y a encore faute à faire. Le chemin est très long, mais on ne va pas désespérer. Alors, le porte-voix sur ce plateau de la CSTB semble dire qu'il faut la conjugaison des efforts pour amener l'autorité à revoir sa copie. Et pour ça, ça va être une alternative plausible avec les démarches que vous avez eu à mener, vos enquêtes. Vous pensez qu'il faut actionner d'autres leviers pour espérer voir le travailleur être fier d'aller au travail? Bon, mais je crois que pour pouvoir améliorer la donne, ça va d'abord partir de quelque part. C'est l'Assemblée nationale. Je reste convaincu que le législateur doit revoir ces textes. Il faut forcément les revoir. Bien sûr, si on veut conférer un certain confort, une certaine stabilité psychologique aux travailleurs, il faut bien qu'on puisse mettre dans la loi des dispositions qui le rassurent et qui permettent aussi à l'employeur de se rendre compte de ses propres limites. Voyez, mais je voudrais dire que lorsque le chef de l'État disait que vous allez en souffrir, vous n'allez rien faire, c'était, comme elle a dit, à l'occasion d'une rencontre où le chef de l'État expliquait la pertinence, selon lui, de la décision qui consistait à confier le port autonome de Cotonou à des étrangers. Et il disait, si je nommais par exemple mes partisans politiques à la tête du port et que vous n'êtes pas content et que vous venez vous plaindre, ben vous allez en souffrir, vous n'allez rien faire parce que c'est moi le président de la République qui nomme et vous ne pouvez rien faire. C'était ça le contexte de cette déclaration. Bon, après, ça a été utilisé dans beaucoup de conditions. Je voudrais, une fois cela dit, aussi mettre le doigt sur un aspect très important, c'est le fait que vous ayez dans l'administration, que ce soit privé ou public, des stagiaires qui ont pratiquement pour statut stagiaire permanent. C'est-à-dire, vous avez des gens qui, dans des services publics même, fait 2 ans de stage, 5 ans de stage, sans 5 ans de stage. Bien sûr. Sans jamais percevoir un seul franc de l'employeur. Sérieux? Si. Et il y a le même code du travail qui dit que tout stagiaire qui fait plus de 6 mois dans votre administration devient d'office votre employé. Mais ce n'est pas respecté. Pourtant, ce n'est pas respecté. Et donc, c'est ça, les conditions de travail. Et vous avez, dans ce contexte, des
vraiment des administrations touffues où vous ne savez pas qui est qui et comment est-ce qu'on traite les gens, des gens qui ont vraiment de la peine à vivre. Il y a des gens que vous voyez en société, vous croyez qu'ils travaillent dans telle administration, donc il est bien logé, alors que ce n'est que de la poudre aux yeux. Mais c'est ça la réalité. Et donc, pour agir sur ces leviers, il faut que le législateur revoie ses dispositions. Je suis d'accord sur un principe, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse permettre à l'employé aussi de se donner. Parce que si la loi lui confère trop d'avantages, trop de confort, il peut se dire, bon, même si je ne travaille pas, on ne peut pas me radier. C'était peut-être dans la logique là qu'on a dû dire, prenons des dispositions pour dynamiser le service, enfin l'administration. Donc, il faut prendre des dispositions effectivement pour contraindre l'employé à vraiment travailler, à être dévoué, à mettre son service, sa compétence au service de son administration. Mais ce n'est pas en précarisant son emploi, en lui disant chaque année, on va te refaire un nouveau contrat jusqu'à la fin de ta carrière. Si tu vas travailler pendant 30 ans, ça veut dire que tu auras 30 contrats. C'est presque aberrant. Et donc, ce n'est pas ça la solution. On peut même le recruter avec un contrat à durée indéterminée, mais en trouvant d'autres palliatifs pour l'amener à travailler. Vous voyez, si par exemple l'employé manque sans aucune raison le service, c'est-à-dire un beau matin, vous ne le trouvez pas, et que c'est parce qu'il a un CDI, on peut prévoir dans le Code du travail et dans cette loi-là des dispositions très précises pour le sanctionner, mais pas pour le radier. Parce que ça fait que l'employeur se dit « je suis tout puissant, je suis ton esclave ». Et c'est ça qui conduit à des abus. Vous voyez, dans des entreprises, vraiment, quand l'employeur vient, eh bien, les employés ont une certaine phobie, c'est-à-dire que c'est presque le diable qui s'amène. Et on est stressé. Alors que vous êtes moins productif dans le stress que lorsque vous êtes à l'aise. Il y a des gens dans certains services, lorsque l'employé arrive ou le directeur de la société vient, c'est l'ambiance, c'est convivial. Mais dans ce contexte, même l'employé, il se sent très à l'aise. Et le jour où le directeur va vouloir lui faire des reproches, il va vraiment se sentir très gêné. Mesdames, Messieurs, si tout le temps vous criez... Oui. Un travailleur trop stressé, retenez-le, c'est des rendements biaisés, peu productifs pour l'entreprise. Alors, tout le monde va devoir mettre la main à la pâte pour donner une autre image à l'employé aussi de se prendre au sérieux. Pendant qu'on parle de ces questions d'abus, de violence en milieu de travail, il y a un cas spécifique qu'on ne peut passer sous silence, on ne vous laissera pas partir sans l'évoquer, on est en train de boucler. Le mois de mai, il s'agit de cas d'harcèlement sexuel. Là, c'est les femmes, nos sœurs et autres qui sont plus exposés. Il y aura un cas avec lequel on a ouvert le mois de mai qui a défrayé la chronique, ce n'est plus à rappeler par ici, mais sur ce cas d'harcèlement sexuel, on a vu le chef de l'État prendre le devant. Et vous qui étiez un peu trop peiné de voir la posture du chef de l'État sur l'ensemble de ces questions-là, j'imagine que vous avez soupiré quand vous l'avez vu réagir et vous êtes frotté les mains. Enfin, un ouf de soulagement pour vous, pour vos sœurs, vos enfants. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais dire à G-Christ que créer les conditions pour que le travail travaille véritablement. Nous ne sommes pas le seul pays ou le seul pays au monde. Donc, il y a des pays où des gens travaillent véritablement, mais ils sont à l'aise. Donc, il va falloir regarder de ce côté, en tenant compte effectivement aussi de notre culture. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller imiter les choses ailleurs, de venir copier ici. Parce que si on copie, ça ne peut pas marcher. Maintenant, par rapport au harcèlement sexuel en milieu de travail, oui, notamment, vous avez dit que le chef de l'État a pris le problème à bras le corps, etc. Il faut dire que dès que le sujet s'est posé et Angela Kwega a dénoncé son cas, beaucoup commençaient par se prononcer là-dessus, même des associations, des groupes d'associations, etc. Tout le monde désapprouvait. C'était normal et c'était juste. Mais moi, je ne dirige pas je ne suis pas seulement responsable au niveau de la CSC, mais je dirige le mouvement des femmes pour la liberté, le peuple et le progrès social, MFLPP, en association avec le CONARAM, dirigé par Thérèse Ouanwa. Nous avons pris une position. Alors, cette position a consisté à féliciter Madame Angela et aussi à féliciter, à remercier tous ceux qui se sont prononcés, toutes celles qui ont fait des dénonciations aussi pour compléter Madame Angela,
et aussi les groupes d'associations qui se sont prononcés. Mais nous avons mis le doigt sur un aspect pour constater que c'est vrai, si on dénonce, c'est vrai, mais qu'il y a des conditions qui permettent aux hommes dans les milieux de travail de faire soumettre les femmes à leur volonté. Ah bon? Et ces conditions, c'est les lois. Quand on revient ici, c'est les lois. Ah bon? C'est les lois qui La permettent? loi sur l'embauche que nous avons dénoncée tout à l'heure, la 2017-05 du 29 août 2017. Cette loi-là a prôné prône la précarité totale, le renouvellement indéfiniment du contrat, où aujourd'hui, le patron peut se lever et vous dire dehors. Donc si on le fait, la femme, pour maintenir son emploi, même les stagiaires sont harcelés, donc pour maintenir son emploi, si elle n'arrive pas, ça dit, lorsqu'elle calcule, elle voit que si on la sort d'ici, c'est difficile pour elle de vivre, tout le monde n'arrive pas à supporter, elle peut se soumettre et laisser son corps à n'importe qui, à n'importe quelle autorité. C'est ce que les femmes ont vécu pendant longtemps et continuent de vivre. Ce n'est pas parce que le chef de l'État est sorti que c'est fini. Ah bon? Non, il n'y a aucune garantie. D'abord, nous avons constaté, dès que lui-même il est sorti là, nous on a eu des inquiétudes. Nous avons dit, bon, est-ce que cette sortie-là, c'est véritablement pour aider à résoudre le problème? Mais quelques jours après, nous avons constaté que Mme Anguila est nommée. Oui. Est-ce que c'est la fin de la lutte contre le harcèlement sexuel? Toutes celles qui se sont prononcées ont dénoncé, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous avons ici évoqué l'inquiétude qui consiste à dire que est-ce que cette manière de venir se jeter dans la barque n'est pas pour certainement protéger les siens qui sont les intouchables et livrer ceux qui ne parlent pas la même voix que soi. Donc on a évoqué toutes ces questions pour dire c'est un problème crucial qui est sur le tapis. Et la solution sera une longue ou bien un long travail. Okay. Donc tout de suite, il va falloir regarder comment il faut protéger la femme. Ce n'est pas l'existence des lois. Nous avons la loi 2006-19 du 17 juillet 2006 qui portant répression du harcèlement sexuel et protection des violences au Bénin. Il y a cette loi. Cette loi-là est complétée par celle 2011-26 du 9 janvier 2012 qui réprime aussi, ou bien qui porte prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Tout cet ensemble-là constitue en réalité des parapluies, mais qui n'arrivent pas à protéger véritablement les femmes en période de pluie. C'est-à-dire que les lois là existent, mais c'est impossible de les appliquer parce que nous sommes allés copier. Alors de ce point de vue, nous devons pouvoir examiner la situation culturelle, sociale et les réalités de notre pays pour pouvoir voir quelle est la loi qu'on pourrait prendre et en prenant cette loi, comment est-ce que nous devons appliquer. Parce que la femme au Bénin, par nature, est un être dominé. C'est-à-dire vous allez dans les sociétés. N'allez pas chez la femme du Koufo, moi je suis Koufo. La polygamie ambiante dit à une femme de lever le regard et de regarder les yeux de son mari. Elle est soumise totalement. Si elle a reçu cette éducation et vient en milieu de travail, c'est normal que les hommes qui soient là en abusent d'elle. Donc du coup, il a ce chef de l'État là, en tout cas, on veut voir avant de croire. Vous voulez voir avant de croire. Oui, vous l'avez suivi, je n'ai plus à rappeler. La route est encore très longue, dit-elle. Harcèlement sexuel ou harcèlement en milieu de travail. Il va falloir gagner la bataille. Mais oui. Il faut s'y prendre autrement, pense-t-elle. Bien sûr. Vous savez, cette question-là que vous avez soulignée constitue une véritable bombe pour notre société. Et si vous remarquez très bien, vous constaterez que notre société est en train véritablement de pourrir. De pourrir. Bien sûr. Parce que sur le plan surtout sexuel. Ah bon? Vous voyez des adolescents déjà qui sont à peine au collège, qui connaissent la sexualité plus que vous et moi. Alors, vous voyez ce phénomène-là qui se propage, c'est ça peut-être qui fait que lorsque vous avez des dispositions qui n'encadrent pas vraiment les gens, ils se laissent aller à tout débordement. Vous savez, c'est une chaîne. On a parlé tout à l'heure de la législation en vigueur. Si déjà, pour tous sexes confondus, le patron peut disposer de vous, c'est qu'il peut faire du chantage à la femme, très facilement. Il peut vous dire, si toi, tu sais qu'à la fin de ton contrat, là, si tu veux vraiment revenir, il faut que tu reviennes sur ta position, ce que tu avais dit là. Si tu ne dis pas oui, tu sais à quoi elle peut se plaindre.
À qui? Pour dire quoi? À qui? Avec quelle preuve? C'est ça? Tu es une femme, il est un homme. Voilà. Vous ne pouvez vraiment pas prospérer avec des plaintes de ce genre. C'est vrai qu'on me dira qu'elle peut avoir des preuves. C'est possible. Mais il va falloir qu'on constate que c'est de l'abus. Vous ne pouvez pas prouver ce qu'on vous dit verbalement quelque part devant la justice. La justice demandera des preuves. Peut-être que ce patron serait tellement futé qu'il ne vous enverra jamais de message. Et vous voit devant votre ordinateur, par exemple, ton travail, il est tellement mal fait, il va tellement te secouer psychologiquement que si tu dis à quelqu'un, tout ce que mon patron trouve, c'est que je fais mal, les gens vont dire, mais alors, c'est parce que tu es incompétente. Donc, du coup, ces plaintes-là prospéreront vraiment, vraiment rarement. Donc, les dispositions-là qui font que l'employeur est roi dans son entreprise, ces dispositions-là induisent indubitablement cette déviance. C'est ça qui fait que le patron dira même, bon, tu sais, X, tu es tellement compétente que j'ai envie de te promouvoir. Je veux te nommer à un poste supérieur, mais seulement qu'il y a une contrepartie. C'est le sexe. Alors, si elle dit non, alors ce patron-là a tellement craint dans sa société lorsqu'il s'amène, c'est la débandade, c'est le stress, à lui, de son piédestal, on ose lui dire non, alors c'est invivable pour cette pauvre femme. Et peut-être qu'à la fin de son contrat, effectivement, elle ne sera plus recrutée une nouvelle fois. C'est ça qui fait que, de façon juridique, les patrons sont tellement couverts, même indirectement, même subtilement. Ce n'est peut-être pas la volonté du législateur, mais ce sont les corollaires, ça. Mais de l'autre côté, vous voyez qu'il y a dans cette ambiance-là certaines femmes, malheureusement, je suis écœuré de le dire, qui, dans ce lot-là aussi, entretiennent ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui provoquent exprès l'homme pour survivre de cela. C'est-à-dire que vous êtes peut-être 10 femmes dans l'entreprise. Et le patron trouve que vraiment, les gens ne font pas bien le boulot, et il vous stresse. Pour bénéficier de ces faveurs, de ces appréciations, de ces grâces, elle commence à se mettre sous ses pantalons. Alors, on y revient, c'est si dense le sujet, oui. Mais la question de la sécurité des travailleurs au milieu de service est une question très récurrente. On va certainement y revenir. Je vous donnerai 15 secondes pour conclure. Conclure, oui, 15 secondes. Je dirais que, par exemple, conclusion. Il n'y a pas de sécurité au travail au Bénin. Nous venons de le démontrer. 1, 2. En matière de harcèlement des femmes, et sexuellement des femmes, je crois que le sujet reste entier. Parce que vous soyez harcelé et que vous détenez même des preuves, des supposées preuves, vous allez à la justice, ce n'est pas sûr que vous gagnez. Il y a la corruption ambiante là. Celui qui vous a harcelé, est-ce que vous connaissez les liens qu'il a avec celui qui est là-bas, qui est chargé de vous Merci à vous, Mathurine Sosoupé. Le problème est là, l'ensilent. On y reviendra, oui, 15 secondes. Je suis convaincu quand même que, vu son charisme, si toutes les femmes béninoises avaient sa poigne, peut-être que le phénomène serait beaucoup moindre. Bon, c'est pour fermer une parenthèse. Ce que je dirais, c'est que l'immixtion volontaire du chef de l'État dans le dossier du harcèlement qui a éclaté au grand jour, je voudrais que cette émission-là puisse permettre de revoir ces dispositions de façon légale. Merci à vous, on vous a compris. Gilles Chris, oui, on y revient, c'est le temps complètement parti. Toutes nos excuses plutôt aux réalisateurs, on est allé au-delà. Mesdames, messieurs, vous en redemandez, j'ai compris, c'est promis, on trouvera comment refaire un plateau sur le sujet. Et ce jour-ci, on dit un grand merci à Mathurine Sosoupé. Sur d'autres fronts, elle s'est dégagée pour être avec nous. Merci, grand merci. Merci aussi à vous, Gilles Chris, Chidi, chers téléspectateurs 100% Bénin. Ce sera tout pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie, mais sur cette citation du journaliste et homme politique français Émile de Girardin. Il dit, je le cite, « Le soleil ne refuse pas s'acclater. S'acclater, il ne le refuse à aucun être vivant. Le travail, cet astre du monde nouveau, ne doit donc refuser en principe le nécessaire à aucun être, pourvu qu'il soit laborieux. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain. À très bientôt.